Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le plateau de l'invité et ce soir nous parlons de santé, pas en tant que science mais plus en tant que politique globale élaborée par les autorités en vue d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et pour en parler ce soir, nous avons convié l'une des figures de proue de l'analyse froide du système de santé au Cameroun et même en Afrique subsaharienne, titulaire d'un doctorat PhD en économie mathématique et économétrie, spécialité économie de la santé, le docteur Albert Zen, notre invité de ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir fait cette invitation. Alors, vous êtes expert en économie de la santé, je le disais, mais également l'un des lauréats du super prix africain de l'excellence 2019, un prix attribué tous les ans pour distinguer les acteurs ayant effectué des travaux concrets pour le développement socio-économique de l'Afrique. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. C'est un prix qui honore en quelque sorte les acteurs de développement en Afrique, dans toute l'Afrique, et je suis honoré cette année de pouvoir être celui-là qui porte l'étendard non seulement du Cameroun, oui, mais également de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette distinction? C'est une grande joie pour moi, c'est quelque chose de très remarquable, de significatif, et c'est un appel à plus de travail pour moi parce que lorsqu'on arrive à ce niveau, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir y arriver, pour pouvoir braver justement d'autres échelons, pour pouvoir arriver à d'autres prix beaucoup plus grandioses que cela. Aujourd'hui, c'est le continent africain qui m'honore. Pourquoi pas le monde entier demain? Alors, je rappelle également que vous êtes le fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Et s'il fallait jeter un regard analytique sur le système sanitaire africain et plus précisément en Afrique subsaharienne, que diriez-vous? C'est une question qui revient depuis beaucoup de temps. J'aimerais d'abord rappeler ici que ça fait exactement 10 ans aujourd'hui que je travaille dans les questions de santé, non seulement en Afrique subsaharienne mais également au Cameroun. J'ai beaucoup plus commencé dans le domaine de l'Afrique, dans l'environnement Afrique subsaharienne, parce que j'estimais pas que en fait les évaluations que je faisais démontraient clairement que l'Afrique subsaharienne était pratiquement identique d'une zone économique à une autre. Donc ils connaissaient tous les mêmes problèmes, les mêmes difficultés en termes de santé, et tous ces pays sont regroupés en termes de performance à un même niveau qui est ici généralement le niveau le plus bas en termes de performance des systèmes de santé. Donc du coup, j'ai travaillé depuis un bon bout de temps sur des questions de santé en Afrique subsaharienne et puis maintenant également au Cameroun qui est notamment mon pays. Et pour dire de façon concrète, pour dire de façon simple ce qui ressort de tout cela, c'est que en réalité l'Afrique subsaharienne n'a pas encore trouvé la bonne formule pour pouvoir répondre efficacement aux problèmes de santé des populations. Nous avons encore des systèmes de santé qui ne sont pas structurés, qui ne sont même pas encore pensés. Nous avons aussi des acteurs, des dirigeants qui en réalité n'ont pas encore mis sur pied un programme politique permettant à remettre sur pied la place primordiale qui est consacrée à la santé et l'éducation. Parce que il faut comprendre que dans la théorie économique, la théorie du capital humain est celle-là qui permet au pays de pouvoir engager un certain nombre de richesses et de croissance à travers des individus bien formés et en bonne santé. Donc ce sont des éléments primordiaux du développement et de la croissance économique des populations. Alors, il faudrait que nos pays puissent aujourd'hui redonner la place qu'il faut à la santé et à l'éducation pour que nous puissions avancer. Et moi, d'autant plus, je suis dans une position où je me dis que la santé est l'essentiel parce que sans santé, on ne peut pas s'éduquer. Sans santé, on ne peut pas travailler. Et voilà pourquoi l'Afrique subsaharienne tarde justement à attirer des investisseurs parce que nous sommes en permanence dans des difficultés sanitaires. Nous sommes en permanence dans ce que j'appelle généralement dans l'insécurité sanitaire. Et vous allez voir le cas par exemple de Ebola en 2014 au Libéria.
qui a détruit complètement l'économie de tout un pays. Oui. C'est-à-dire que les investisseurs qui étaient installés ont dû fuir parce que la main-d'œuvre était devenue pratiquement inexistante. Voilà. Donc, il faut que les Africains aujourd'hui pensent réellement leur système de santé, pensent réellement à donner la place de la santé dans le développement socio-économique des pays, et que aujourd'hui nous puissions donc pouvoir construire ces systèmes de santé et pourquoi pas engager une croissance qui va avec. À côté de cela, il y a la médecine dite traditionnelle ou médecine alternative qui, même si elle est obérée par la médecine moderne aujourd'hui, garde sa place dans les habitudes sanitaires africaines. Est-ce qu'elle est une alternative, cette médecine traditionnelle? L'une des recommandations que j'ai faites dans un de mes ouvrages, celui qui est intitulé Strategic Plan for Health System Improvement in Sub-Saharan Africa, l'une des proposition phare que je fais dans cet ouvrage, c'est de pouvoir valoriser la médecine traditionnelle africaine. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous pouvons construire un système de santé sans cette partie qui est existentielle et qui est importante et qui existe justement dans notre environnement. Je le dis parce que lorsque je fais ma première étude sur le paludisme, qui a été publiée aux presses universitaires de Laval au Canada, cette étude m'a permis de créer un débat en fait. Et ce débat, il a tellement duré et il a tellement été violent que beaucoup de gens estimaient que je disais des bêtises. Et l'un des résultats phares de ce travail, c'était que au départ, théoriquement, on a souvent dit que plus la maladie, plus le paludisme augmente, plus les dépenses de santé augmentent. Mais en réalité, en Afrique subsaharienne, c'est pas vrai. Plus la maladie fait rage, plus les dépenses baissent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où les individus qui vivent dans ce contexte sont suffisamment pauvres. Et lorsque la maladie devient répétitive, n'ayant plus assez de moyens pour pouvoir aller à l'hôpital, là où on comptabilise les dépenses de santé, il se réfère à la médecine traditionnelle. Et cette médecine traditionnelle, on ne peut pas nier que la médecine traditionnelle résout les problèmes. Et il y a aujourd'hui ce débat qui est là. Il y a des maladies à part entière dans la médecine moderne qui ne peuvent pas être soignées, mais que la médecine traditionnelle soigne. Je prends le cas de la typhoïde, par exemple. Donc, il y a plein. Donc ça veut dire que les deux médecines devraient évoluer de manière complémentaire dans le contexte. Exactement. Voyez-vous, le cas de la Chine est un exemple très palpant. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, vend sa médecine traditionnelle. La Chine vend sa médecine traditionnelle à travers le monde parce qu'elle fait suffisamment d'effets. Et c'est la même chose. Lorsque vous voyez donc des pays, par exemple, comme le Sénégal, où il y a plus de ce qu'ils appellent marabouts, qui sont des guérisseurs traditionnels, ils sont plus nombreux que des médecins. Ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et il faut maintenant entrer également, parce que là où les gens ne comprennent pas certaines choses, c'est que nous, à un moment donné, il faut aller sur le terrain pour vérifier certaines informations. Et ceux qui sont des sociologues avec qui j'ai travaillé, par exemple, lorsque j'étais au Centre Pasteur du Cameroun, se sont rendus compte qu'en fait, comme dans tous les pays, la santé est un problème de confiance, premièrement. C'est-à-dire que celui qui veut se faire traiter doit avoir confiance à celui qui va le traiter. Donc, du coup, dans notre contexte, les gens ont plus confiance jusqu'aujourd'hui à la médecine traditionnelle. On ne peut pas le nier. Ça veut dire que la relation avec le marabout est encore beaucoup plus significative. Aujourd'hui, il y a plus, lorsque vous prenez simplement le cas du paludisme, il y a plus de morts hors de l'hôpital qu'à l'hôpital. Ça démontre que les gens cherchent plus à avoir une solution hors de l'hôpital qu'à l'hôpital. Donc, on a encore ce problème. Lorsque on a encore des systèmes de santé qui tardent à attirer des patients et qu'il y a une alternative qui n'est pas négligeable, pourquoi ne pas l'insérer dans le processus de construction d'un système de santé
Alors, revenons à cette médecine moderne. Depuis 2015, le gouvernement camerounais a initié un processus visant à doter le pays à terme d'un système de couverture santé universelle. Objectif global, offrir des soins de santé de qualité aux Camerounais, rationaliser la dépense de santé et servir de référence pour le remboursement des prestations aux formations sanitaires. Quelle appréciation faites-vous de cette politique publique? La première des choses que je vais dire, je me suis déjà tellement prononcé sur ce projet parce que en réalité, je vends de ce projet lorsque je suis sous contrat avec la Banque mondiale. Oui. Pour le compte d'un projet au Cameroun, en fait. C'était une étude que nous étions en train de faire sur la gestion des finances publiques de santé. Oui. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un projet intitulé Couverture santé universelle. La première des choses que je voudrais dire ici, c'est que ce projet a été premièrement mal élaboré. Et j'assume ce que je dis. Et je le dis depuis que j'ai eu ce projet sur la table. Vous employez généralement le terme hors sujet. Exactement, je l'ai toujours dit que c'est un hors sujet et je vais m'expliquer une fois de plus. Première des choses, on n'a pas de projet de couverture santé universelle, c'est une aberration. Une couverture santé universelle est une vision d'ensemble. Oui. Par exemple, on ne peut pas dire dans un pays qu'on a un projet d'émergence. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'émergence est une vision. Bien sûr. On se dit, nous serons émergents en 2035. C'est la même chose avec la couverture santé universelle. On l'atteint. On atteint une couverture santé universelle, on ne l'installe pas. La projection pour le Cameroun est faite jusqu'en 2030, à l'horizon 2030. Alors, écoute, voici donc le premier principe, c'est que on prend d'abord une vision comme étant un projet. Ça cause problème, déjà. Maintenant, deuxième des choses, quand on entre dans le contenu, on se rend compte que, en réalité, il n'est pas question d'atteindre une couverture santé universelle, mais il est plutôt question de mettre sur pied une couverture maladie universelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et une seule chose l'explique. C'est que lorsque vous êtes en face d'un projet de santé comme celui-là, et qu'on vous parle déjà de panier de soins, vous êtes déjà dans une assurance maladie. Vous n'êtes plus dans le contexte d'atteinte d'une couverture santé universelle. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la nuance, justement? La nuance, c'est que la couverture santé universelle est une vision. C'est-à-dire que pour l'atteindre, il faut élaborer un ensemble de politiques et avoir un système capable de pouvoir atteindre cette couverture santé universelle. Maintenant, la couverture maladie universelle, qui est une assurance, est un élément d'atteinte d'une couverture santé universelle. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que lorsque vous voulez atteindre une couverture santé universelle, il y a des préalables. Vous devez avoir un système de santé solide, qui est bien géré et efficace. Vous devez avoir des médicaments à un prix abordable et disponible avec toute la technologie qui va avec. Vous devez avoir des coûts de soins qui sont abordables, ce qui n'est pas du tout le cas du Cameroun. Et vous devez avoir un personnel motivé. Quand on parle de motivé, un personnel qui vit de son travail. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Donc, en réalité, nous sommes dans une spéculation qui voudrait que on parle de couverture santé universelle, alors que nous n'avons pas encore construit le système de santé qui va avec. Maintenant, deuxième chose, deuxième volet, c'est que même ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que même la couverture maladie universelle, qui est une assurance, aura son échec dans notre contexte. Ça, il faut le dire. Donc vous y voyez déjà un échec? Aura son échec. Et j'explique. Allez-y. Il y a de cela quelques jours, les mutuelles qui ont essayé de faire l'assurance maladie au Cameroun ont décidé aujourd'hui de ne plus agir, de ne plus travailler, de ne plus le faire. Pourquoi? Parce que simplement, le système n'est pas prêt. Le système de santé n'est pas prêt. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que lorsque vous avez un système de santé qui fonctionne dans un état perturbé, il ne peut supporter aucune politique de santé. C'est totalement impossible. Prenez un véhicule dont le moteur est foutu, mettez des nouveaux pneus, faites la carrosserie, faites tout ce que vous pouvez faire, il ne bougera
Pas du tout. Voilà. Il faut toucher le problème là où c'est plus Alors, le coût de financement est chiffré à 1300 milliards de francs CFA. Je l'ai dit, un objectif à atteindre à l'horizon 2030. Le coût, vous semble-t-il raisonnable? Je voudrais également lever l'équivoque à ce niveau. Ouais. Parce que les 1300 milliards de francs CFA qui sont évoqués dans ce projet ne sont pas les 1300 milliards de ce projet. Je le dis parce que lorsque j'étais sous contrat à la Banque mondiale et qu'ils avaient estimé que je pouvais appuyer l'équipe qui faisait la stratégie, qui élaborait la stratégie de financement de la santé. Oui. C'est dans le cadre de la stratégie de financement de la santé que nous avons fait cette évaluation avec une équipe qui est venue d'Oxford. Oui. Nous avons fait cette évaluation qui a donné 1300 milliards. Ces 1300 milliards étaient destinés à la résolution ou alors à la satisfaction des besoins de santé des populations camerounaises et non à un projet. Voilà. Il faut le comprendre. Maintenant, il y a eu tellement de tractations et tellement de magouilles au ministère à l'époque. Je ne voudrais pas revenir dessus parce que ça a été des événements très compliqués. Oui. Et c'est à ce moment qu'ils se sont dit, pour financer maintenant leur fameuse couverture maladie universelle, qu'ils appellent couverture santé universelle, on peut prendre l'argent, ces 1300 milliards qui sont estimés, puisque l'estimation que nous avons faite était de telle manière que cette estimation est de façon échelonnée en fonction des années. Oui. On devait atteindre le cap de 1300 milliards en 2030. Oui. Et maintenant, ces 1300 milliards n'étaient pas pour un projet précis. Maintenant, ils ont donc dit, OK. Donc, ça a été détourné de ces objectifs. Des objectifs qui étaient prévus pour les 1300 milliards n'étaient pas ce que on dit aujourd'hui. Et après avoir fait l'estimation des 1300 milliards, nous avons trouvé les canaux par lesquels on pouvait justement trouver les 1300 milliards. C'est faisable, c'est totalement faisable, mais l'utilisation de ça n'est pas pour ce projet. D'accord, merci. On vous a compris, vous ne semblez pas du tout optimiste quant à cette vision de couverture, projet de couverture santé universelle. Comment on fait pour améliorer l'offre sanitaire au Cameroun en quelques minutes? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Les propositions sont là. Ça fait partie des choses qui ont certainement joué en ma faveur pour avoir ce prix. Oui. Parce que j'ai fait des propositions depuis un bon bout, allant non seulement dans le cadre de la lutte contre le paludisme, mais également aussi dans la structuration des systèmes de santé en Afrique. Oui. Et il y a aujourd'hui un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que les systèmes de santé d'Afrique subsaharienne, notamment celui du Cameroun, n'ont pas été pensés. Ils sont l'émanation des services de santé modernes de l'époque coloniale. Oui. C'est-à-dire que les colons sont arrivés, les blancs sont arrivés, ne pouvant pas faire confiance en notre médecine traditionnelle, ont en quelque sorte importé leur médecine, qui étaient des petites officines de santé, uniquement pour eux. Et au moment où les choses ont commencé à évoluer, on a juste éclaté cela pour que ce soit à une échelle nationale. Oui. Mais on n'a jamais pensé au système de santé. Oui. Ça, il faut qu'on le comprenne. Aujourd'hui, pour y arriver, il est question aujourd'hui qu'on s'asseye et qu'on pense le système de santé. Je ne dis pas que je suis celui-là qui porte la vision ou qui a toutes les propositions. Oui. Il y a plein d'autres qui se démarquent dans ce domaine. Vous faites vos propositions. Donc, en ce qui, moi, me concerne, j'ai pris la peine de faire une évaluation de la performance des systèmes de santé d'Afrique subsaharienne, de 48 systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Et à partir de là, j'ai fait un programme qui est comme un algorithme. Oui. Alors, cet algorithme, en fait, permet ici de voir comment est-ce qu'on peut quitter d'une performance de moins de 20% comme aujourd'hui à une performance de minimum 60% avec des actions précises. Ça, c'est fait, ça existe. Et il y a
L'équipe qui était venue d'Oxford également a fait une simulation pareille sur les financements. Et ils ont abouti au même nombre d'années, 11 ans. En 11 ans, c'est possible qu'on puisse relever notre système de santé et avoir quelque chose de beaucoup plus meilleur. Alors, relever notre système de santé et avoir quelque chose de beaucoup plus meilleur, c'est en tout cas également les objectifs de celui qui est arrivé à la tête du ministère, de ce ministère de la Santé à la faveur du dernier réaménagement gouvernemental. Je parle du docteur Manaouda Malachi, réputé pour sa rigueur et son dynamisme. Âgé de 45 ans, il est arrivé à la tête donc du ministère de la Santé, s'est démarqué par des réformes et des descentes sur le terrain. Comment appréciez-vous aujourd'hui le déploiement de celui qui est présenté au sein de l'opinion comme étant le plus jeune ministre du gouvernement Dion-Botté? Je suis un peu plus froid sur cette analyse et j'assume toujours ce que je dis. Allez-y. Je crois que le ministre, j'ai été moi-même également très heureux de savoir qu'un jeune a été promu à ce poste et beaucoup d'attentes y étaient également. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, je lui ai fait quelques correspondances pour lui faire part d'un certain nombre de choses. Mais il faut aujourd'hui savoir que lorsqu'on veut construire un pays, il faut avoir une tête froide et il faut faire des analyses froides. Allez-y. Ce que je dis ici, c'est que le ministre n'a pas encore trouvé la véritable solution. Il reste encore dans des actions qui n'entrent pas dans le cadre de l'amélioration du système de santé ni de l'atteinte des objectifs de santé. Je le dis de façon simple. Et je m'explique. C'est beau de faire des descentes sur le terrain. Oui. C'est beau de punir des gens. Tel a fait une faute, il faut punir. Mais c'est comme j'ai l'habitude de dire, on ne punit pas l'échec d'un enfant à qui on n'a pas acheté des cahiers à la rentrée scolaire. C'est pas faisable. Le ministre jusqu'à aujourd'hui est encore dans une posture d'administrateur et non de manager. Et ça cause problème. Parce que un manager comprend, un manager analyse, mais un administrateur sanctionne. Et c'est ce qui se passe. Lorsque on se retrouve dans cette position avec des descentes inopinées, et à des heures très tardives, à des heures tardives, on veut bien croire que c'est pour une bonne cause. Mais en réalité, moi, je reste fixé sur les objectifs du système de santé. Oui. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le ministre a fait un bon travail parce que je l'évalue sur l'atteinte des objectifs. Jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun ne reste pas parmi les 50 pays où on meurt le plus dans le monde. Alors, il n'a fait que quelques mois, ce n'est que depuis... C'est pour cela que je dis, c'est pour cela que je dis, moi, dans mon analyse, je ne peux pas aujourd'hui dire que le ministre a fait un travail, vu que toutes les actions, qu'il a menées jusqu'à aujourd'hui ne sont pas accompagnées de propositions. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Il a fait sortir ce qui était insolvable, qui était bloqué dans les hôpitaux. Oui. Quelle est l'alternative? Il n'y en a pas. Et je veux vous dire là où il y a le danger. Il a contenté la population. Et la population a trouvé en lui un sauveur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a poli son image au niveau de la population. Mais en réalité, ce qu'il a fait comme acte détruit le système de santé. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi au Cameroun qui dit que les hôpitaux fonctionnent à 100% avec leur recette hospitalière. Une part est allouée au fonctionnement et l'autre part est allouée au quote-part du personnel, qui vit déjà misérablement. Ça, il faut le dire. Maintenant, lorsque une bonne partie de ces recettes hospitalières est diluée complètement, quelle est l'alternative pour que ces hôpitaux qui fonctionnent en réalité comme des entreprises et des producteurs de soins, ayant déjà engagé le système de production des soins, ne rentrent pas dans leurs fonds? Alors, ça veut dire que le but du ministre est l'humanisation des soins de santé.
Je me souviens de cette note qu'il avait signée le 14 mars, recommandant au personnel de ne plus retenir, par exemple, ça c'est au cas des réformes, les patients malades étant en incapacité de payer leurs factures. Alors, ce type d'action peut s'étendre, bien évidemment, au niveau du personnel, pour qu'on ait un peu plus d'humanisation, j'allais dire, au niveau de l'administration des soins de santé. C'est pour ça que je parle des réformes, mais qui se font de manière procédurale, sur un processus. Ce que je voudrais sans être dire, son avocat, bien sûr. Ce que je voudrais dire, non, c'est normal de poser ce genre de questions. Oui. Puisqu'il faut que les gens comprennent. Ce qu'il faut comprendre exactement, c'est que il n'est pas sur la ligne de la solution. Ça, il faut le dire clairement. Il n'est pas sur la ligne de la solution. Je le dis parce que j'ai suivi religieusement son passage à la chaîne nationale. Oui. Et il a défini sa vision de l'humanisation des soins. Et je me rappelle que je suis revenu dessus sur une de mes publications cette semaine-là pour expliquer que l'humanisation des soins relève d'un seul objectif du système de santé. C'est l'objectif numéro 2 qui est la réactivité du système de santé, c'est-à-dire traiter les individus, les patients et leurs proches de façon humaine et avec respect. C'est ça l'humanisation des soins. Vous pensez qu'il n'est pas sur cette ligne? Et je dis, il n'est pas sur cette ligne parce que sa définition d'humanisation des soins s'adresse beaucoup plus à la stabilité ou alors à la présence du personnel dans les hôpitaux. Le personnel, il est déjà présent. Je dis, ne faisons pas du sophisme ou alors des erreurs qui ne sont pas du tout agréables. De penser que tout le personnel de la santé, il est pourri. Il y a des brebis galeuses et il y a un personnel qui, en réalité, s'occupe des patients. Alors, on ne peut pas fonder l'humanisation des soins uniquement sur le fait que le personnel doit être à l'hôpital. Première des choses. Deuxième des choses, comment est-ce que vous allez dire subitement que on ne va plus retenir des patients qui ne payent pas à l'hôpital? Ça veut dire que vous avez légalisé la gratuité des soins. Ce qui n'est pas faisable dans notre contexte parce qu'il n'y a rien qui régule la libéralisation des soins à ce niveau. Il n'y a pas de gratuité de soins au Cameroun. Et nous sommes encore dans le système de recouvrement de coûts. Et dans ce système, il faudrait que chaque patient paye ses soins de santé. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les patients sont insolvables à l'hôpital. Et je lui ai fait une note là-dessus. Et ce que j'explique, avec quelque peu, je sais parfois, comme nous faisons parfois un peu de mathématiques, mais nous expliquons quand même. Allez-y. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les patients sont de plus en plus insolvables à l'hôpital. Il y a un réel problème à l'hôpital qui est le non-respect de l'objectif 3 du système de santé, qui est la protection financière des patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de santé devrait faire à ce que le patient qui est en contact avec un médecin ou un personnel de santé dépense beaucoup moins. Vous comprenez un peu? Mais c'est le contraire. Dans nos hôpitaux, il y a ce qu'on appelle en économie de la santé la demande induite. C'est-à-dire une demande qui émane du personnel de la santé. J'explique. Ça veut dire tout simplement, je viens à l'hôpital, je vous dis j'ai des céphalées, j'ai la fièvre, et nous sommes en Afrique subsaharienne. Nous savons déjà du coup que lorsque nous avons tel ou tel symptôme, nous aurons soit c'est le paludisme, soit c'est la typhoïde. Nous sommes d'accord. Et la typhoïde et le paludisme se distinguent à un niveau de la température sur le corps humain. Et du coup, celui qui est personnel de la santé, sachant que c'est du paludisme à 90%, va vous faire dépenser pour plusieurs autres examens qui n'ont rien à voir avec votre cas. C'est ça qu'on appelle la demande induite. Vous vous retrouvez en train de faire des examens de ci, des examens de ça, et à ce moment, lorsque vous êtes épuisé, tout est négatif, qu'on va vous dire que allez un peu faire l'examen de paludisme. Et quand vous allez faire l'examen de paludisme, vous vous retrouvez avec un paludisme grave qui est positif. Et à ce moment, vos poches sont désormais vides. Donc c'est ce qui crée... On vous prend maintenant en charge. Et du coup, vous êtes insolvable. Du coup, vous êtes insolvable. Et
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive la demande induite? C'est le fait que les hôpitaux, les recettes hospitalières font partie, en quelque sorte, parce que les quotes-parts du personnel font partie des recettes hospitalières. Donc, il faut gonfler les recettes hospitalières pour pouvoir, en quelque sorte, avoir des quotes-parts qui sont aussi significatifs. Donc, vous dites que le ministre aurait dû peut-être commencer à s'attaquer à ce secteur-là avant d'exiger la libération. Le problème à résoudre, moi, j'ai donné une manière de faire. J'ai donné une manière de faire. Et cette manière de faire, je ne dis pas qu'il ne fallait pas libérer des individus, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'idées derrière qu'il fallait exploiter. Peut-être on n'a pas assez de temps pour pouvoir entrer dans les détails, mais je dis la façon de gérer cette histoire durablement est de s'attaquer au véritable problème qui est la demande induite et comprendre pourquoi est-ce que cette demande elle est induite aujourd'hui et qui ne fait que gonfler au niveau du personnel de la santé. Alors, au rang des mesures coercitives ou presque qui ont été engagées par le ministre, vous parliez tout à l'heure de la suspension, de la fermeture de certains hôpitaux qui ne s'arrimaient pas à un certain nombre de normes. Il y a tout récemment l'hôpital de Kaélé où une femme est décédée par négligence. Le directeur général a été immédiatement suspendu par le ministre de la Santé. Ces 6 centres ne respectant pas les normes qui ont donc été fermés. D'après vous, ces mesures coercitives ne contribuent-elles pas à normer un tant soit peu le secteur, ces centres de santé véreux qui exercent d'ailleurs ce type de pratique que vous décriez? Est-ce que les mesures coercitives du ministre ne permettent pas de mettre véritablement en garde et qu'on en finisse? Tous les hôpitaux au Cameroun fonctionnent de la même manière. Ça, je veux vous le dire. D'accord. S'il faut commencer à fermer, on ferme tout. Voilà. Ça, il faut le dire clairement. Il ne faut pas fermer l'un et laisser l'autre. Tous les hôpitaux au Cameroun fonctionnent de la même façon, de la même manière. D'accord, on vous a compris. Et aujourd'hui, je dis, le véritable problème, c'est que quand on entre dans une définition analytique d'un système, le système est un ensemble d'éléments interconnectés. Pour résoudre le problème d'un système, il faut s'attaquer à différents éléments. Lorsque vous arrivez, vous changez un élément qui est défaillant et que les autres restent défaillants, ils risqueraient de détruire l'élément que vous avez mis sur pied, même s'il est neuf. Alors, un autre chantier auquel s'est attaqué le ministre de la Santé depuis son arrivée, c'est la lutte contre les médicaments de la rue. À ce niveau également, on dirait qu'il y a de quoi applaudir. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi applaudir. Vous savez pourquoi je le dis? Ce n'est pas suffisant, les descentes. Je le dis parce que j'ai un ouvrage qui est en cours sur comment résoudre le problème des médicaments de la rue. Et lorsque j'ai été au Centre Pasteur, j'ai eu l'occasion d'avoir un cahier de charges qui concernait les médicaments. La première des choses que je dis souvent de façon brutale, c'est que tous les médicaments que nous avons au Cameroun sont des médicaments de la rue. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que 90% des pharmacies, des hôpitaux se ravitaillent à un seul endroit, au même endroit que ceux qui se ravitaillent dans la rue. Ça, il faut le dire. Et nous tous, nous connaissons où ça se fait. Nous tous, nous connaissons l'entrepôt où ça existe. Nous le connaissons. Et le ministre même, il a dit, lorsqu'il était sur le terrain, il a dit, nous savons d'où viennent vos médicaments. La preuve, on vend des médicaments en face d'un hôpital qui est nommé hôpital central. Ça n'émeut personne. Ce qu'il faut comprendre, le médicament de la rue dans sa définition est un médicament qui se vend hors circuit normal. Donc il n'est pas forcément mauvais. Il n'est pas forcément faux. Maintenant, il y a autre chose qu'on ajoute généralement pour que les uns et les autres se sentent bien dans leur manière de faire ou dans leur manière de dire des choses. On dit que les gars de la rue, ils conservent mal les médicaments. Voilà. Mais je vais vous assurer une chose. Je mets quiconque à défi de me présenter une seule pharmacie au Cameroun qui conserve bien les médicaments. Une seule. Parce qu'il y a des normes et des mesures de conservation de médicaments qu'aucune pharmacie ne respecte.
Et ça, c'est au Cameroun, je le dis, je continue à le dire. Et c'est depuis des années que je le dis, qu'une seule pharmacie me demande qu'il respecte les mesures de conservation de médicaments. Ça, je le dis parce que c'est un travail. Et j'ai rendu mon rapport quand j'étais au Centre Pasteur. C'était le Fonds mondial qui avait financé l'étude. Oui. Alors, il faut comprendre d'où vient le problème. Il faut comprendre quel est le problème exactement qu'on doit avoir. Aujourd'hui, les gens vont dans la rue parce qu'ils disent c'est moins cher. Oui. C'est vrai. Parce que le même médicament, la même molécule, acheté au même endroit, entre la pharmacie et le gars de la rue, a des prix différents. Bien sûr. Et ça se comprend parce que celui de la pharmacie, il a des charges, il a ceci, il a cela qu'il doit payer. Du coup, il faut qu'il gonfle la chose. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que le marché de la santé n'est pas régulé au Cameroun. Ça, il faut le comprendre également. Et c'est une démonstration que je suis également en train de faire dans le cadre d'un ouvrage pour montrer que la santé au Cameroun, le marché de la santé, premièrement, est un marché très sensible et dont les prix ne doivent pas varier d'un espace à un autre. Parce qu'il n'y a pas de concurrence pure et parfaite. Mais lorsqu'on fait l'évaluation dans les pharmacies, on se rend compte qu'il y a parfois des différences de 3 750 francs sur un médicament entre deux pharmacies. Ça cause problème. Alors, tous ces problèmes, il faut les résoudre et il faut trouver des causes. Alors, justement, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. En un mot, comment est-ce qu'on en sort? Vous ne voulez pas applaudir les mesures du ministre qui descend sur le terrain au quotidien pour une forme de sensibilisation, non seulement des commerçants, mais aussi des Camerounais, du Camerounais lambda sur les méfaits de la consommation de ce médicament. Comment est-ce qu'on en sort? Je n'applaudis pas ce que le ministre fait parce que il y a une direction de la promotion de la santé. Ce n'est pas au ministre de sensibiliser. Il y a une direction de la promotion de la santé qui est faite pour ça. Maintenant, on peut sortir de là. Tous les autres pays sérieux aujourd'hui, le Maghreb est devenu l'Eldorado des présidents et tout le reste. C'était un président d'Afrique subsaharienne et d'autres personnes qui vont en évacuation sanitaire le président au Maghreb. par exemple. Aujourd'hui, la Tunisie est deuxième meilleur système de santé en Afrique parce qu'ils ont eu le courage de s'asseoir et de penser leur système de santé. Tout est faisable. Nous avons de l'expertise. Nous avons des gens qui pensent, nous avons des gens qui ont des idées. Il faut les faire asseoir, laisser l'orgueil et la sourde oreille. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, de cette autre édition de l'émission L'invité, Dr Albert Zé. C'était un plaisir d'échanger avec vous durant ces quelques minutes. Le temps est certes court, mais nous sommes obligés finalement de mettre un terme à cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ce même plateau avec un autre invité pour parler des questions ô combien importantes pour le devenir de notre nation. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Humanitarian TV. Bonsoir.